Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter, se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet insolite de la vidéo qui nous vient de Bacafuse. Et c'est avec Sacha Bay ou Sacha Boy, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est le footballeur qui s'est fait voler une casquette. Je vous ai montré la séquence. Depuis, il a fait une story, en tout cas un selfie en disant « Viens rendre la casquette mon gars » avec un petit sourire, un petit cœur. Bon, il essaye de pas montrer qu'il a le mort, il a clairement la rage. Franchement, il a dû insulter toute la descendance de ce voleur. Du coup, il y a pas mal de séquences qui sont sorties. Donc c'est un thread, là c'est le moment où il se fait voler sa casquette. POV, Sacha Boy se fait péter sa casquette après le mort. Bon, ça, je vous l'avais montré. Ensuite, moi, j'avais cru qu'il n'était pas sorti de la voiture parce que je l'ai vu enlever sa ceinture. Et quand il s'est fait voler la casquette, j'avais l'impression qu'il re-rentrait dans sa ceinture, qu'il avait eu un peu peur de sortir, tu vois. Alors que non, il est sorti, hein, je me suis trompé, regardez. Le pire, c'est qu'il se fait menacer quand il sort. C'est-à-dire le mec se fait voler sa casquette, il sort pour la récupérer, et il y a une foule qui le menace. C'est une dinguerie, les gars. Ça, pour moi, c'est pas que des supporters, c'est des jaloux. C'est clairement des jaloux, tu vois. C'est juste des jaloux. Vous avez entendu? Et moi, je pense que s'il serait resté dehors, il y a des gens qui l'auraient fracassé. Mais pas parce qu'il fait le malin, parce qu'il fait pas le malin. C'est juste des gens qui ont la rage qu'il a de l'argent. C'est clairement ça, les mecs. C'est clairement ça. Certains diront non, c'est juste parce qu'il fait pas partie du PSG. Mon cul. Il y a des gens, ils ont la rage en eux. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est que des jaloux. Hein. Ça, c'est quoi? Pété de rire, ils se moquent de lui. Ils ont aucune peine. Toi, c'est ça le truc, c'est qu'il s'est fait voler sa casquette devant sa meuf. Et là, ils sont à, je sais pas moi, une vingtaine, une trentaine, ils font les malins. Et du coup, le footballeur a posté ça, regardez. C'est lui. Sur son compte X, donc, et vas-y, j'ai même plus les mots sa mère. Parce que là, c'est une vidéo du voleur de la casquette, qui est dans une équipe de foot, hein, et du coup, le week-end, il était dans son équipe, et il a sorti la casquette, elle est là. Et ils sont tous en train de s'exciter autour de la casquette. Et franchement, cette génération, elle est perdue. Hein. Pauvre, la casquette à Sacha Boy a fini à Champigny. À l'époque, il y aurait eu les grands du quartier qui seraient venus, mais lâcher des baffes à tout le monde. À tout le monde. Et ils auraient récupéré la casquette. Sacha, merci Sacha, merci, merci, merci Sacha, merci Sacha, merci Sacha. Il a posté quoi d'autre? Une casquette suffit à divertir pour ce peuple de détraqués. Je suis KO. Le coupable en question de la casquette, on ne merci Sacha plus. C'est lui en fait qui a volé la casquette. D'ailleurs, c'est vrai, dans l'autre séquence, on le voyait à un moment. Je crois que c'est là, voilà. Vous voyez là? Attendez, là on le voit en grand. Voilà. Donc c'est lui. Et il est fier. Et du coup, on enchaîne sur le tweet de Ella qui a marqué « J'ai vu des démocraties intervenir contre à peu près tout, sauf contre le fascisme, André Malraux ». Les mecs, regardez, il y a plus de 50% de ces gens-là qui sont masqués. C'est interdit. C'est interdit. Et vous allez voir ensuite que les flics les défendent. Donc nous avons la police que nous payons qui défendent des néo-nazis qui défilent le visage masqué. Il n'y a rien qui va, les mecs. Il n'y a rien qui va. Et 48 heures après la commémoration. Regardez. Que des visages masqués. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT, hein, parce que je sens que je vais avoir des commentaires de personnes qui vont dire « Non, non, c'est autorisé. » Regardez. Donc,
En France, oui, il est généralement interdit de manifester ou de défiler le visage dissimulé, sauf exception. Attendez, vous allez voir. La loi concernée est la loi du 11 octobre 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, notamment l'article 1, mais surtout le Code de la sécurité intérieure à l'article R645-14 interdit explicitement de dissimuler volontairement son visage pendant une manifestation si cela empêche l'identification. Casquette, lunettes, foulard. Exception possible, raison de santé, masque chirurgical en période de pandémie. Ils sont tous malades. Hein. Raison professionnelle, pompiers, personnel en intervention. C'est des pompiers, c'est des médecins. Raison légitime ou autorisation spéciale donnée par les autorités. Donc ils ont eu une autorisation par les autorités, c'est ça? Et pourquoi? Vous m'expliquez là. Bref, du coup, regardez. Attendez, on va laisser un peu parce que là c'est abusé, regardez. On enchaîne du coup sur ce tweet de Ultime Scory, c'est marqué « Voir des néo-nazis défiler dans Paris à peine 48 heures après les commémorations des 80 ans de la victoire sur le régime nazi. Dans l'indifférence générale, c'est une défaite morale incommensurable, tout à fait banale visiblement. » Masqué. Protégé par la police, cerise sur le gâteau, c'est que... c'est 48 heures après la commémoration, les mecs. Mais regardez le nombre de personnes masquées. Si tu es fier de pourquoi tu défiles, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Du coup, on passe sur ce tweet de Ilan Gabé, c'est marqué « À Paris, la Bravem repousse même les passants pour protéger les néo-nazis. » Qu'est-ce que ce pays est devenu? Bravem, que nous payons, hein. Reculez s'il vous plaît. Allez, en avant s'il vous plaît. Par contre, si tu manifestes pour un cessez-le-feu et que tu as le malheur de sortir un drapeau palestinien, tu te fais pas tâter. Hein. C'est dans le meilleur des cas, tu te fais pas tâter ou bien tu vas en garde à vue. Du coup, on passe sur ce tweet de Enzo et là, on va bien voir les gens qui sont masqués. Regardez. Regardez le nombre de personnes masquées. Je pensais que la police était là pour appliquer la loi. Tu protèges des gens qui enfreignent la loi. Qui enfreignent la loi, pardon. Tout simplement, à côté de toi. Ils sont masqués. Tu devrais leur dire, par contre, tu enlèves ça, tu vois. Ça me donne envie de vomir. Voilà, vieille, elle s'énerve la vieille. Et du coup, on passe sur ce tweet du Parisien, c'est marqué « Emmanuel Macron affirme que la situation à Gaza est plus critique que jamais ». Et on lui répond, donc c'est Ultime Scory qui dit « Ce qui fait de nous des complices, well done ». Et il nous montre un article du 25 mars 2024 où c'est marqué « Secret défense, guerre à Gaza, la France a fourni en secret des équipements de mitrailleuses à Israël ». La France a autorisé fin octobre 2023 la livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs susceptibles d'être utilisés contre des civils à Gaza. Révélation de Disclose et Mars Actu sur une cargaison expédiée en secret depuis Marseille et en totale contradiction avec les engagements du gouvernement. Alors que eux nous répétaient constamment qu'ils envoient des pièces pour des armes de défense pour Israël, tu vois. Ben voyons. Du coup, on enchaîne sur celui de Verity France. Regardez les mecs. Attendez, j'ai cru que ça avait été fait par l'IA. Dites-moi si c'est réel.
It's a lot more. I'll be back in Poland. And through my bathroom, huh? It's literally. We came through Germany. And then we made it to France. Bedroom and We got through the border. Right. Make a photo and after that you will be allowed to drink. Yeah. Super. Yeah. Tout le monde va bien. Merci gars. Voilà, j'ai mis cette séquence sans rien dire. Maintenant, on va aller sur l'autre tweet. En tout cas, la séquence qui est zoomée. Et vous allez voir. Il y a cet objet. Je ne sais pas c'est quoi. Si c'est un mouchoir ou bien un pochon. Donc, il y a des personnes qui disent que c'est de la CC. Il y a d'autres qui disent que c'est un mouchoir plein de morve. Et aussi, regardez ici. En fait, les trois se comportent bizarrement. Regardez. Super. Voilà, maintenant, on va remettre là. Ça a l'air d'un mouchoir, les mecs. Franchement, ça a l'air d'un mouchoir. Mais si c'est un mouchoir, pourquoi il est en panique comme ça? Regardez son attitude. Et lui, là, ici, on dirait une pipette. Tu vois? On dirait une paille. Une pipette. On dirait une paille. Pour... voilà, t'as capté, quoi. Regardez. Je vais avancer. On dirait une paille avec un peu de poudre. On dirait pas un stylo. Ça va être quoi? Un truc pour touiller, là, son verre? Donc, c'est pas un verre d'eau. C'est un verre de vodka ou je ne sais quoi. Martini. Là, on dirait une paille avec un peu de poudre, les mecs. Et regardez comment ils se comportent. Comme si les journalistes étaient rentrés à l'improviste. C'est chelou. Regardez, boum, il prend le truc. Lui, boum, il cache. Et boum, il passe dans l'autre main et il le met là-bas. Si c'est juste un mouchoir... Vous voyez l'attitude? Merci. Je crois qu'il y avait un ralenti. Ouais, c'est un mouchoir, voilà. Attends, il dit quoi? C'est l'image la plus nette que j'ai réussi à avoir. Et vraiment, ça a tout l'air d'être un mouchoir. Ouais, ça doit être un mouchoir. Non, mais pourquoi il se comporte comme ça? Par contre, le truc à côté du mec, on dirait... là, regardez, on dirait une paille. Il nous dit quoi? J'ai ralenti la séquence au max. Regardez la paille. On dirait une paille, avec un peu de poudre devant. En tout cas, on dirait pas un stylo. Franchement, les mecs, on dirait une paille avec un peu de poudre devant. On dirait pas un stylo. Et lui aussi, mais franchement, le comportement... Pourquoi tu caches un mouchoir comme ça? C'est ça le problème. Bref. Allez-y dans l'espace commentaire avec vos théories. Regardez, il se comporte comme un enfant qui vient de se faire choper. Putain, c'est folie. Quand je vous dis que c'est Sauce Park. Bref, on enchaîne sur ce tweet de l'informatrice. Et là, c'est Pascal Pro qui se fait engueuler par le mec qui a comparé Jean-Luc Mélenchon à Goebbels. Regardez. Après, vous parlerez. Enfin, vous n'êtes pas exempt quand même de toute reproche dans votre carrière professionnelle. Ah bon? Vous avez quand même pris. Qu'est-ce que vous venez de dire là? Vous avez parfois pris. Je ne suis pas exempt de comme vous, comme moi, oui, comme nous tous. Mais où? Vous avez parfois pris la parole. Pour que vous fassiez mon procès. Mais non, mais vous faites le nôtre. Non, enfin, mais on est. Donc vous n'êtes pas. Franchement, là, vous avez dépassé la limite, là, Pascal. Vous avez dépassé la limite. Mais pourquoi? Ce que vous venez de dire est proprement inacceptable et je ne l'accepte pas. Je ne suis pas exempt de reproches. Vous êtes exempt de carrière professionnelle. Tous. Mais moi non plus. Mais moi non plus. Je vais vous quitter. Mais moi non plus. Mais cher Alain. C'est scandaleux ce que vous venez de faire. Mais pourquoi c'est scandaleux? C'est scandaleux. Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est scandaleux? Alors illustrez. Allez, je ne suis pas. Faites mon procès. Allez-y. Je fais pas votre procès. Je dis de la même. Vous n'êtes pas exempt de reproches dans votre vie professionnelle. Alors je vous réponds. Eh ben je vous réponds. Vous m'avez traité d'irresponsable. C'est tout simplement dégueulasse ce que vous venez de faire. Vous m'avez traité d'irresponsable tout à l'heure. Vous m'avez traité moi d'irresponsable. Je vous ai pas dit que vous étiez irresponsable. Je vous ai dit vous n'êtes pas exempt de tout reproche. C'est quand même beaucoup plus doux. Vous m'avez dit que j'étais irresponsable. On n'a pas tout à fait la même charge de responsabilité sur cette antenne. Ah, vous en avez plus. Mais vous m'avez traité d'irresponsable. C'est ahurissant. Non mais je vous réponds précisément. Donc je dis d'une manière très douce, comme nous, très douce.
Je dis comme nous tous, vous n'êtes pas exempt de reproches professionnels dans votre carrière, j'imagine. Je n'ai pas. Imaginez. J'imagine que vous n'êtes pas exempt de reproches dans votre vie personnelle, monsieur. Mais alors, vous avez parfaitement raison. Je suis pas exempt de reproches dans ma vie personnelle. Je me fais la réflexion tous les jours, cher ami. Où sommes-nous? En tout cas, on est sur. C'est tout. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous donnez la leçon aux uns et aux autres, matin, midi et soir, quand vous donnez la leçon, je me permets de vous dire, vous n'êtes pas exempt. C'est quand même pas une insulte. Vous me dites que c'est dégueulasse de vous dire ça? Absolument dégueulasse. Ah bon, bah écoutez, si vous avez l'air de sous-entendre quelque chose. Évidemment, enfin, mais rien. Rien. C'est bizarre de dire ça si on n'a pas un exemple. Rien. Je dis simplement, comme il attaque Yvan, comme il traite d'irresponsabilité, voilà, on a tous, sans doute, dans nos vies professionnelles, des reproches à nous faire. Ni plus. Bref, du coup, on enchaîne sur le tweet de Moonbeam qui a marqué la campagne de propagande et d'influence israélienne contre Mélenchon se retourne contre tous leurs complices et leurs outrances. Ne pas oublier qu'Apolline de Malherbe et Ruth Elkrieff font des ménages comme animatrices des conférences du lobby israélien Elnet. Si je voudrais également vous dire un mot de ce qui s'est joué hier soir à la toute fin, à la toute fin de l'émission. Notre invité Alain Jakubowicz a émis un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et un dirigeant nazi, Joseph Goebbels. À tout autre moment de l'émission, mes chroniqueurs et moi-même, nous aurions immédiatement réagi et nous aurions pris le temps d'exprimer notre désapprobation, de lui dire qu'il ne pouvait pas dire une chose pareille. Je voulais prendre le temps donc de le dire ce matin. Je suis toujours d'une extrême vigilance autant que possible à ce qui se dit et ce qui est exprimé en direct. L'émission était déjà terminée, nous devions rendre l'antenne, je le regrette évidemment. BFM TV et l'ensemble de la rédaction ne peuvent pas cautionner de tels propos et de tels parallèles. Nous sommes ici profondément attachés à la liberté d'expression, mais ce droit fondamental, il doit s'exercer dans le respect de tous. Je précise également que Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il porterait plainte contre Alain Jakubowicz. Je précise également qu'Alain Jakubowicz a adressé un message à Jean-Luc Mélenchon pour lui proposer de débattre. Bref, c'est une mytho, elle a très bien entendu, elle a très bien compris, elle a juste laissé passer comme une lettre à la poste parce qu'elle sait pertinemment que les gens ne retiennent que les accusations et que par la suite, si elle s'excuse ou bien qu'il y a un droit de réponse, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Et elle le sait. On enchaîne sur ce tweet de Mediavenir et c'est marqué « Flash, Israël menace Emmanuel Macron d'annexer les colonies de Cisjordanie si la France reconnaît la Palestine en juin. » Le Figaro. Donc c'est... Oh là là, on se fait carrément menacer par l'autre là. Comment il s'appelle Netanyahou, j'ai oublié son nom carrément. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Marcel, c'est marqué « Journaliste complice a toujours peur des mots ». Un génocide sur lequel de nombreux étudiants se mobilisent. Là, on était à Sciences Po, je peux d'ores et déjà l'annoncer. Je serai également aux côtés des étudiants de l'ENS. Ouais. Non, il ne fait pas débat. On parle de risque génocidaire. Ça veut dire qu'il y a une enquête qui peut prendre des années. Alors justement, je parle d'un risque de génocide. Eh bien, on en soit sur ça. Vous savez que cette déclaration-là, elle est parfaitement contestée. Y a-t-il une juridiction internationale compétente qui a statué sur le fait qu'un génocide était en cours à Gaza? Attention, génocide. Alors attention, la CIJ n'a pas statué en ce sens. Déjà, le terme de génocide, vous le savez très bien, est erroné. Donc vous continuez à utiliser ce terme malgré le fait que la décision n'a pas été rendue en ce sens. C'est pas ce que dit la Cour pénale internationale, c'est vous, Manuel Bompard, qui estimez. On va attendre les enquêtes, le droit c'est quelque chose, il faut aller sur place. Aucune cour internationale n'a statué sur le fait qu'il y avait un génocide en cours. Aujourd'hui, ni l'une ni l'autre de ces deux cours ne disent il y a génocide en Israël. Attendez, juste la Cour n'a pas dit il y a un génocide. Attendez, la Cour internationale de justice. Ce que dit la Cour internationale de justice, c'est risque plausible de génocide. Aucune cour internationale ne dit qu'il y a un génocide en cours. Du génocide, vous parlez de Gaza, de ce qui se passe à Gaza, pour que tout soit clair. Vous avez la liberté de le dire sur ce plateau, mais c'est juste pour préciser. Le droit, ça se justifie avec des faits, avec des arguments, avec du débat. Je rappelle juste que ces propos vous engagent et qu'ils sont lourds de sens. Je vous laisse le mot génocide, vous savez, Émeric Caron, parce qu'il y a évidemment débat. Vous ne parlez pas de génocide par hasard. Non, pas du tout. C'est un mot que vous utilisez. Maintenant, nous avons les éléments caractéristiques. C'est un débat. Quand vous entendez le terme de génocide dans la bouche de Raphaël Pitié, est-ce que c'est violent pour vous? Génocide, apartheid, nettoyage ethnique. En fait, dans toutes vos interviews, vous placez ces termes. Est-ce que c'est aussi une guerre des mots? Vous dites que c'est un génocide? Vous employez ce terme? C'est une horrible guerre, avec d'horribles dommages de guerre, et vous prenez le mot génocide. Quand vous parlez de génocide, même votre allié du PS, Olivier Faure, parle d'une surenchère verbale. Dans le cadre d'un objectif militaire, c'est-à-dire que vous ne faites pas de différence entre énormément de pertes civiles, c'est incontestable et dramatique dans la bande de Gaza. Non, c'est pas du tout. Il y a une guerre avec des civils, évidemment, qui sont tués, un drame qui se passe, évidemment, mais le terme de génocide n'est pas un terme correct. Vous le savez, c'est extrêmement cynique d'utiliser le terme de génocide qui a ciblé le peuple juif dans l'histoire. Ça a été le pire génocide de l'histoire de l'humanité. Choisir ce terme, vous le savez, est extrêmement cynique et là encore extrêmement habile de votre part. Quels sont les travaux aujourd'hui qui vous permettent de penser qu'il n'y a pas de génocide en cours? Moi, à l'inverse, j'en ai plein qui me démontrent qu'il y a un génocide qui est en cours.
Voilà. Alors, un génocide. C'est pas documenté. Chaque jour, il y a un risque de génocide, justement. Il y a un jeu. Alors, un jeu sur les mots. Et Dieu sait si c'est pas drôle. Ok, du coup, que dit le peuple? Ils sont vraiment cyniques, ces valets de pseudo-journalistes. Pourquoi nier un génocide dont tout le monde est témoin? Que dire dans ce cas des génocides sans témoin? Rappeler sans cesse le génocide des Juifs. Pourquoi? Pour affirmer l'un et nier l'autre et faire diversion. Et on passe sur ce tweet de Salsa qui a marqué, comme dit le proverbe chinois, celui qui oublie son passé est condamné à le revivre, à méditer. Regardez bien ce mec et mémorisez bien son visage, parce que la dinguerie qu'il a dite, c'est impardonnable. Alors cet odieux personnage, cet individu malfaisant, répond au nom d'Elad Barashi. C'est un célèbre producteur d'une grande chaîne israélienne nommée Canal 14. Il a dit des choses, mais je pense pas qu'on peut qualifier par des mots qui existent sur cette planète. Il a appelé à l'holocauste du peuple gazaoui, et au rétablissement des... Est-ce que je peux le dire sur TikTok? Des chambres à gaz. Des chambres à gaz. Je sais même pas si cette vidéo elle va pas être supprimée. Il a appelé à l'holocauste des millions de Gazaouis et à remettre des chambres à gaz. J'en bafouille tellement que je suis choqué. Alors pour se défendre, il a dit que c'est un tweet qui remonte à des mois et des mois. Mais tu sais, ça reste dans nos mémoires et ça reste aussi sur nos disques durs. Et le mec, en plus, dit quoi? Il dit « Je ne vais pas m'excuser sur les propos que j'ai tenus. » À propos de l'Holocauste, à propos des chambres à gaz, à propos de l'appel à tuer tous ces innocents. Il réplique aussi en disant que tous les Gazaouis sont des terroristes. Franchement, c'est à gerber, c'est à vomir. Ces êtres humains, est-ce qu'on peut encore qualifier ces semblants, ces brouillons d'êtres humains, vraiment des êtres humains? Je ne pense pas. Ok, du coup, on passe sur ce tweet de Citizen Media, c'est marqué Alerte Info. On a des bulldozers qui aplatissent le terrain pour que les Gazaouis n'aient plus où retourner. Notre but n'est pas seulement de gagner cette guerre, mais c'est de la gagner en faisant partir la population gazaoui de cet endroit, leur faisant comprendre qu'ils nous ont attaqués, ils ont perdu la guerre, ils n'ont pas pu se défendre. Maintenant, ils n'ont plus où retourner. 2 soldats franco-israéliens font l'apologie du crime de guerre. Maintenant, on a une trentaine de bulldozers qui travaillent nuit et jour, tous les jours, qui aplatissent le terrain. Pourquoi? Parce que la volonté est de dire, aujourd'hui, les Gazaouis n'ont plus où retourner. Notre but, c'est pas seulement de gagner cette guerre, mais c'est de la gagner en faisant partir la population gazaoui de cet endroit, leur faisant comprendre qu'ils nous ont attaqués, ils ont perdu la guerre, ils n'ont pas pu se défendre, maintenant ils ne retourneront plus chez eux, ils n'ont plus où retourner. Et ça, c'est les réservistes qui le font. Avec la volonté, bien évidemment, le plan d'Israël 4, on ne va pas rentrer dans la polémique, c'est de faire en sorte que les Gazaouis puissent revenir dans la bande de Gaza, mais avec un autre leadership. C'est une autre question, mais de toute façon, sur le terrain, le fait est aujourd'hui que les Gazaouis aujourd'hui n'ont plus où revenir, n'ont plus où aller. Donc quand on va mettre cette disposition d'émigration des Gazaouis vers d'autres pays, on peut se permettre d'y penser, on peut se permettre d'y rêver, parce que sur le terrain, nous avons mis en place toutes les conditions nécessaires pour que ce plan se mette en place. Et on passe sur le tweet de Debugger News et c'est marqué « Les Palestiniens savent très bien que c'est la fin du bal et à la fin du bal, comme dit le dicton, on paye les musiciens. Donc la seule chose à faire, c'est prendre ses bagages et s'en aller. » David Antonoli, un Corse qui enchaîne les propos relevant de l'apologie de crimes contre l'humanité sans jamais être inquiété par la justice française. Alors que Boudjekada, lui, il est en prison, je crois. Il est en garde à vue, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, pour un tweet, il a été levé en moins de 2. Lui, il est en roue libre. On a affaire à une population, David, on a l'épreuve. Et je pense que ce sondage, même en dessous de la réalité, ça c'est 49% qui sont prêts à quitter Gaza, bien évidemment. Avec l'aide israélienne. Parce qu'après, aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est, ils ont tout intérêt, ils savent très bien que si le Hamas tombe et qu'il y aurait une présence éventuellement israélienne ou une administration américaine, comme ça a été proposé par Trump, ils savent très bien que c'est la fin du bal. Et à la fin du bal, comme dit le dicton, on paye les musiciens. Donc la seule chose à faire, c'est prendre ses bagages et s'en aller. Ok, du coup dans les commentaires, c'est un faux juif. Il est né chrétien, donc ne sera jamais un vrai juif. Je sais pas si on se rend compte, Boudjekada est en détention provisoire pour un tweet et lui, il se pavane tranquillement. Ok, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.